Le Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, a organisé la 3e édition de la causerie du cercle des amis du CIPB. Cette causerie, axée sur le thème « Pourquoi se marier? Pourquoi avoir des enfants ?», a réuni les étudiants d'Irgib Africa University et plusieurs personnalités, dont des représentants religieux, pour discuter des enjeux liés à ce sujet. Nous disons que la famille forme une communauté et non pas une unité. Quand nous parlons de communauté, nous faisons bien la distinction avec l'unité. Dès qu'on dit que c'est l'unité, il y a une tendance à dominer. Vous voyez les lois de l'Union européenne. Parce que c'est une union, ce sont des lois qui vont s'imposer un peu partout sans répondre à l'identité propre. Tandis qu'une communauté familiale ou une communauté suppose des dynamiques différentes qui tendent et qui s'appliquent à s'accorder et à s'auto-développer. Une famille qui s'accorde, qui se rencontre dans cette dynamique communautaire, accepte d'accueillir au moins un enfant si Dieu le lui donne. Et cet enfant accueilli doit être conduit à 3 niveaux de vie: l'instruction, l'éducation et la formation. Alors pourquoi se marier? Pourquoi avoir des enfants? Alors moi je vais vous dire pourquoi manger, pourquoi boire et pourquoi évacuer. C'est un peu un parallèle. C'est pour vous dire que c'est un terme d'une très grande importance, surtout dans ce monde. Excusez-moi le terme, il y a beaucoup de perversions, il y a beaucoup de choses qui se font, qui ne nous plaisent pas et que nous sommes obligés d'en tenir compte. Alors, pourquoi se marier? Moi, j'ai fait une réflexion. J'ai commencé par dire il faut bien se marier parce que, croyante que je suis, mais non fanatique, je pense que quand Dieu a créé la terre et le ciel, la première des choses, c'est de mettre Adam et Ève, et je crois qu'on connaît l'histoire, c'est la procréation. Et s'il n'y avait pas eu cette procréation, nous ne serons pas là. C'est pour vous dire l'importance de la procréation. Pour le mariage, je vais aller rapidement. Il y a le mariage civil, c'est-à-dire du point de vue juridique, le mariage que nous connaissons ici au Bénin. Et c'est une loi, lorsque vous voulez aller au mariage civil, c'est l'union de 2 personnes qui décident de se mettre ensemble pour vivre des lendemains, comme on dit, meilleurs comme difficiles. Et c'est un texte de loi qui réglemente le mariage au Bénin. Je vais passer là-dessus. Et donc, nous avons la loi 002-07 du 24 août 2004. C'est le code des personnes et de la famille. Et cette loi a été révisée en 2022. Et lorsque vous voulez vous marier, la loi dit que vous avez des obligations. On vous en a parlé sans doute. Le domicile commun, le respect mutuel, la fidélité, la solidarité, la contribution aux charges de ménage. Mais une spécificité ici, c'est que notre loi exige que ce soit la monogamie. Donc, on ne peut pas avoir un second mariage sans avoir suspendu ou annulé le divorce du
premier mariage. Et l'âge, vous connaissez l'âge, c'est 18 ans. Et le consentement des époux, c'est très, très important. Il n'y a pas de mariage forcé chez nous. Et l'autre chose, c'est le choix du régime des futurs époux ou des époux. Et en général, c'est la séparation des biens ici, mais vous pouvez choisir quand même d'avoir une communauté de biens et la gestion, elle est vraiment stricte. Je crois qu'il y a des sachants et des juristes ici. Les avantages du mariage civil, c'est que les époux bénéficient de la protection juridique et sociale, une stabilité familiale ainsi que la sécurisation du patrimoine et par sa bonne gestion par les époux. Et au cas où un conjoint décède, le conjoint survivant a des droits successoraux, c'est un avantage. Et si c'est un fonctionnaire, il a droit à une pension. Ou si c'est un fonctionnaire dans le privé, il y a aussi des avantages de couverture sociale. Du point de vue mariage traditionnel, je voudrais insister là-dessus parce que dans notre tradition, en tout cas pour la région que je connais bien, la région septentrionale, le mariage coutumier et religieux, les mariages coutumiers et religieux sont privilégiés. Sont privilégiés parce que le mariage coutumier, c'est l'union de deux familles, alors que le mariage civil, ça peut être deux personnes, mais il n'est pas rare de constater que deux jeunes se lèvent, ils vont faire leur formalité et ils se marient. Ici, le mariage coutumier, que je dis traditionnel aussi, et le mariage religieux, c'est l'union de deux familles. Deux familles s'unissent, vous voyez la charge qui pèse sur les épaules des mariés. J'ai constaté que les mariages religieux, mariages coutumiers s'éclatent moins vite que les mariages civils. Parce que quand on voit la procédure, c'est long, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous ne vous levez pas pour vous marier de façon coutumière comme ça. Les deux jeunes qui se connaissent dans le quartier, ils ont des amis et petit à petit, ils vont faire un pas vers un parent de la famille. C'est souvent le jeune homme qui va vers la famille de la jeune fille à travers les cousines, les cousins, les amis. Et petit à petit, il insère la famille et puis un beau jour, on va voir un oncle pour dire « j'ai telle intention ». Et c'est l'oncle avec la famille de l'homme, c'est eux qui prennent le tout en charge. C'est pour vous dire que c'est toute une procédure qui lie des familles ad aeternam, j'allais dire, et c'est difficile de rompre ces genres de mariage-là. Et les conséquences, c'est vraiment c'est Dieu qui vous bénit. Vous êtes bénis par Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire, la bénédiction du Tout-Puissant, du Seigneur Tout-Puissant. En ce qui concerne les enfants, accordez-moi 2 minutes. Je veux dire, en tout cas, du point de vue de la tradition et de la religion, l'objectif, c'est d'avoir des enfants, de procréer et d'avoir ceux qui vont vous remplacer demain. Dans les mariages modernes, il n'est pas rare de constater, surtout en Occident, que les époux optent pour ne pas avoir d'enfants ou bien d'élever des enfants. Donc, ma modeste contribution, c'est de vous dire, jeunes, n'ayez pas peur d'aller au mariage. Recevez toujours la bénédiction de vos parents, de vos pères, mères, et surtout respectez vos épouses et procréez à la limite de vos besoins. Quand on parle de famille, c'est une
préoccupation qui interpelle tout le monde. Mon intervention irait sur une thématique assez simple. Je vais faire la corrélation entre la famille et l'économie. Famille et économie. Alors, quand on se marie, c'est pour créer une famille, c'est pour fonder une famille et c'est pour faire après des enfants. Ou quand subitement on fait les enfants, c'est pour se retrouver une fois marié ou recomposer quand même avec les enfants et autres une famille. Nous devions savoir que pour le développement d'une nation, pour l'économie d'une nation, on doit faire des enfants. Pour ne pas dire, on doit fabriquer des enfants. Pour que le Bénin puisse être solide économiquement, il faut des enfants. Vous savez, souvent on dit les filles et fils de notre nation. C'est les enfants de la nation. Mais si on arrête de faire ces enfants, qui pourraient diriger demain la nation? Qui sont ceux qui vont développer le pays? Vous savez, il y a une génération où on parlait des enfants qui sont la richesse des familles. On dit les enfants, c'est la richesse. Quand on a beaucoup d'enfants, c'est la richesse. Sachez que cette réalité est venue d'une réflexion économique. Avant, les familles qui avaient beaucoup d'enfants facilement arrivaient à occuper les champs. Vous voyez, papa qui est agriculteur utilise les bras valises que forment ses enfants pour beaucoup produire. Donc, quand dans la famille, il n'y a pas beaucoup d'enfants, cette famille est pauvre avant. Mais aujourd'hui, on nous dit le contraire. On ne peut plus faire beaucoup d'enfants. La morosité économique fait qu'il faut limiter. Il faut limiter les naissances. Mais en limitant les naissances, pas que nous soyons contre, mais en limitant les naissances, est-ce que nous contribuons au développement de la nation? Vous voyez, comme l'a dit M. Ribou, le Japon aujourd'hui a un problème. Il y a des nations aujourd'hui où on donne de l'argent aux femmes pour faire des enfants. Faites-en, on va vous donner de l'argent. Parce que ces nations ont compris que réellement, il faut des enfants pour la continuité. Et quand une nation refuse d'en faire, en un moment donné, cette dernière sera obligée de donner la nationalité à des étrangers parce qu'il faut forcément un peuple pour conduire l'économie de la nation. Alors, nous devons donc retenir que fonder une famille, vous êtes en train de contribuer activement à l'économie de votre nation. Mais il ne s'agira pas de faire les enfants pour les faire. Il faut pouvoir les éduquer. Et en éduquant comme il faut ces enfants, en éduquant beaucoup d'enfants, on en fera beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de travailleurs rompus à la tâche. Et également, l'économie va respirer. Je mets maintenant l'accent sur l'éducation parce que quand les enfants sont faits ou les enfants sont fabriqués et que ces derniers ne sont pas bien éduqués, l'économie prend un coup. On retrouve des salariés paresseux
parce que l'éducation a raté. On retrouve des délinquants dans la rue qui pillent également les biens d'autrui. Et c'est l'économie qui prend un coup. On retrouve dans l'administration des individus qui peinent à bien réaliser les tâches à eux assignées. Donc c'est une chaîne d'où vous jeunes, vous devez à partir de maintenant commencer par imaginer votre vie familiale, le type de mariage, le type de famille, comment serait votre épouse demain, comment serait votre mari demain. C'est une étude et ne jamais juste regarder la longueur de la chevelure de la femme pour la marier et juste voir le teint du bonhomme pour en faire un époux, mais étudier et voir est-ce que celui-là, celle-là correspond réellement à mon rêve. C'est comme vous aimez le football, et vous rêvez un jour dans votre salon que le football tout le temps. Allez vous prendre le football, il y aura un problème. C'est juste un exemple. C'est pour vous dire, il faut pouvoir cartographier l'individu, essayer d'étudier, d'analyser, et cela va vous guider dans votre. Je vous remercie. Dans notre quotidien, la banque alimentaire, on reçoit beaucoup de familles. Mais on reçoit énormément de familles monoparentales. Et très souvent, quand on discute avec ces familles, il en revient que soit le papa ou la maman a quitté le foyer. Et c'est sur le fait que, parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant de faire ce choix. Le choix de leur compagnon, le choix du mari, le choix de la femme. Et c'est là où moi je veux en fait appuyer, à savoir que, à votre âge, c'est maintenant qu'il faut commencer par réfléchir à la personne que vous voulez intégrer dans votre vie. Parce que c'est avec cette personne que vous allez composer au quotidien. C'est avec cette personne que vous allez construire vos projets. Quand vous allez faire le choix du travail, cette personne sera présente pour vous. Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on pense que seul on peut y arriver. On se sent fort, on veut avancer, on veut réfléchir seul. Mais honnêtement, avec le temps, on se rend compte que seul on ne peut pas tout faire. Seul on ne peut pas avancer réellement. On a besoin de l'homme ou de la femme de notre vie avec qui on réfléchit. Quand on rentre le soir, avec qui on échange, on raconte notre journée. Et quand ce choix est bien réfléchi avant de s'engager, honnêtement, l'envie de faire des enfants vient naturellement. Et donc, je voudrais évoquer un aspect de la question qui pourrait certainement intéresser nos amis. Se marier, c'est bon. Avoir des enfants, c'est bon. Mais le choix du conjoint est essentiel. Et pour le choix du conjoint, nous on fait un cours dans notre établissement, là, on a intitulé « Éducation éthique de vie ». Le choix du conjoint est très, très important. Comment choisissons-nous l'homme ou la femme de notre vie? Tout commence par là. Il y a 5 ou 6 conditions que nous enseignons à l'effet sapientien. La première, les deux vous doivent aimer Dieu. Ah oui, la religion ne m'intéresse pas. Il est de telle religion, c'est pas mon problème. Est-ce que mon conjoint a la crainte de Dieu? Est-ce que je sens qu'il a la crainte de Dieu? On se fait souffrir, il y a des hommes qui... C'est pas possible, on se pose la question, mais est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est son mari vraiment? On s'assassine même pour des raisons
Il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que celui-là a la crainte de Dieu, celui vers qui je vais? Est-ce que Dieu a une place dans sa vie? Si vous fouillez, vous voyez que... Faites attention. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième, c'est aujourd'hui exigé par la mairie et tout le reste. Est-ce qu'il est en bonne santé? Il y a déjà trop de malades sur la terre. On en a trop déjà sur la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, la mairie exige cela, des bulletins de santé, avant de signer les carrés, même les prêtres. Est-ce qu'il est en bonne santé? Mais c'est un drépanocytaire, il a des difficultés dans tel domaine de santé. Je l'aime. Vous allez passer toute votre vie à gérer des problèmes de santé. On ne dit pas que vous n'allez pas vous marier, mais réglez ce problème-là d'abord. Est-ce qu'on peut trouver une solution? Il souffre de ceci. Moi, je souffre de cela. Dans notre famille, il y a ceci, cela. Nous ne pouvons pas transmettre ces héritages-là à nos enfants. Comment on va faire? Qu'on trouve une solution à ça. Deuxième condition. Troisième condition, est-ce que sur le plan des sentiments et des pensées, on s'accorde? Est-ce que nous arrivons à aimer à peu près les mêmes choses? Lui veut aller se distraire, mais la femme est toujours casanière. Boyibo, et si ça se répète, après elle va commencer à pleurer quand on lui a arraché son mari. Le mari veut sortir. Toi, tu veux toujours rester casanière à la maison. Est-ce que vous aimez un peu les mêmes choses? Il faut voir ça. C'est vrai que ça ne peut pas être à 100%, mais il faut essayer de voir, est-ce que ce que j'aime là, lui aussi il aime un peu ça. La femme veut donner 1 kilo de riz à la voisine qui a des problèmes. Mais le mari est tellement avare qu'il faut que papa sorte d'abord avant qu'on donne le kilo de riz. Alors que papa doit dire, mais 1 kilo, mais c'est peu. Mais ils sont 3, 4, donne-leur 2 kilos. Ça veut dire que des deux côtés, vos cœurs se rencontrent dans la générosité. Et ça crée des problèmes dans les mariages. Papa est obligé de faire attention avant de remettre un billet de 1000 francs à un ami, à une cousine. La quatrième condition, est-ce qu'on a un travail? Je l'aime. Il a un master. Elle a un master. Nous n'avons pas de travail, nous voulons nous marier. Et elle est tombée grosse. Vous allez payer le loyer comment? L'électricité comment? L'eau comment? Vous allez manger comment? Vous allez vous débrouiller et vous déplacer comment? C'est vrai qu'on n'a pas le travail, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On peut créer quelque chose pour pouvoir survivre en attendant de trouver mieux. Souvent, c'est les parents qui continuent de gérer ça. On a 40 ans, mais on est toujours là. Femme comme homme. Les discussions portaient sur les raisons de se marier et d'avoir des enfants, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les responsabilités et les défis associés à ces engagements. Les participants ont reçu des conseils pratiques des différents panélistes afin d'opter pour un choix de vie conjugale et familiale épanoui. Et ce soir, donc 27 novembre, nous avons tenu une petite conférence avec 150 élèves de l'IRGIB Africa et d'autres universités pour discuter de ce sujet fondamental pour des jeunes gens et des jeunes filles. Pourquoi se marier? Pourquoi avoir des enfants? La famille
c'est ce qui assure la continuité de l'espèce. Et ici, c'est la continuité de notre nation, le Bénin. Sans famille, il n'y aura plus de Béninois, plus de Béninois, plus de Bénin. Donc, c'est peut-être le sujet le plus important de tous. Alors, je suis venue à Urgiba Africa pour participer à une causerie avec les jeunes, les étudiants, sur la thématique du mariage. Pourquoi est-ce qu'il faut se marier? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des enfants? C'est une thématique tellement actuelle parce que notre monde est en décrépitude totale, où la jeunesse perd ses repères, où le mariage ne semble vraiment plus être une valeur sociétale. Et c'était intéressant, c'était passionnant. La jeunesse, franchement, le fait que ces jeunes-là s'intéressent à la thématique du mariage est plutôt rassurant. Je pense qu'il faut commencer par dire que l'homme, tel qu'il a été créé par Dieu, a besoin d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est le point de départ. Aimer et être aimé. Parce que Dieu n'est que amour. C'est lui qui a créé l'homme. Et donc, ce besoin d'amour, cette capacité d'amour amène un homme et une femme à se rencontrer. Et quand on dit aimer, il est important de retenir que aimer n'est pas que sentiment. Aimer, c'est aussi s'engager, c'est aussi être responsable. Aimer, c'est se donner à l'autre et se recevoir de l'autre pour passer une bonne partie, sinon toute sa vie ensemble. Et donc, cet amour que l'un a pour l'autre aura comme fruit les enfants. Les enfants seront toujours les fruits, doivent être normalement les fruits de l'amour, d'un amour qui est solide et consolidé. Et le meilleur cadre, comme quelqu'un l'a dit, pour sécuriser cet amour, c'est le mariage. L'initiative du CIPB a été saluée par les bénéficiaires qui ont apprécié la qualité des discussions et la pertinence des sujets abordés. La causerie a offert une occasion unique aux jeunes de se poser des questions essentielles sur leur avenir et de bénéficier de l'expérience de leurs aînés. Pour moi, ça a été vraiment une ouverture dans la compréhension notamment de ce que c'est que la famille de base et pourquoi et comment et quand il faudrait vraiment s'engager pour pouvoir créer une famille et avoir des enfants. Donc pour moi, ça a été une rencontre vraiment réussie, je peux dire. Le CIPB, qui regroupe une cinquantaine de grandes entreprises, s'engage, à travers cette initiative, à promouvoir chez les jeunes une vie sexuelle plus objective et plus responsable, gage de la stabilité de la société.